Dans cette seconde partie de la vidéo, nous parlerons de l'histoire de la Kabylie de 1830 à nos jours. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec vos connaissances de l'histoire de la Kabylie en postant un commentaire. Merci de liker et de partager cette vidéo. La colonisation française et la résistance de la Kabylie. En 1830, les Français se lancent à la conquête de l'Algérie. Au début, l'expédition est dirigée contre Alger. Mais très tôt, les envahisseurs cherchent à occuper l'ensemble du pays, notamment la Kabylie contre laquelle sont dirigées plusieurs expéditions. Les tribus kabyles combattent sur tous les fronts, d'Alger jusqu'à Constantine. Mis à part, les renforts envoyés à la bataille de Stawali, leur premier contact avec les troupes françaises, a lieu en 1831, près de Médéa, où Benzamoun mène au combat les hommes des Iflissen. Béjaïa, passé sous le contrôle de la tribu des Mésaïas après la chute du Dey d'Alger, connaît plusieurs incidents avec des navires français et anglais. En 1831, deux expéditions visant à lui imposer comme caïd un dénommé Mourad, puis un certain Bousseta, sont mises en échec. Une nouvelle expédition aboutit en 1833 à la prise de la ville, après une résistance intense de ses habitants. Cependant, les Français ne parviennent pas à en conquérir les alentours. En 1844, la vallée du Sebaou est conquise, puis la partie de la petite Kabylie comprise entre Kolo et Gigel, soumise en mai et juin 1851 par Saint-Arnaud. En Haute-Kabylie, Lala Fatman Soumer, issu d'une famille maraboutique, prend la tête de la résistance à la conquête. Le shérif Boubagla en est une autre figure. Originaire de Miliana, arrivé en Kabylie vers 1850 pour prôner la guerre sain contre les Français, il mobilise principalement les tribus du versant sud du Djurdjura, une partie des Aït Abbas, pourtant en traité de paix avec la France, et les Aït Melikesh. Après une campagne infructueuse dans la vallée de la Soumam et un échec à reprendre Béjaïa, il franchit le Djurdjura pour se joindre aux forces de Lala Fatman Soumer, notamment pour la bataille du Haut-Sebaou. De retour dans la région des Aït Melikesh, sa troupe de partisans fortement diminuée, il finit par mourir au combat, le 26 décembre 1854, contre une troupe française dirigée par le général Camus. La domination française ne prend durablement le dessus en Kabylie qu'après la chute d'Ishriden, forteresse située à 1065 mètres d'altitude, en juin 1857. La région suscite encore des soulèvements périodiques, qui vont culminer avec la révolte des Mokrani. Les années qui précèdent celle-ci sont marquées par un mécontentement général, religieux pour une part, l'activité des missionnaires chrétiens rencontrant l'hostilité des chefs tribaux, et des confréries qui prônent ouvertement le djihad, mais aussi social et politique, avec la grande famine de 1867 et la perte de prérogatives des chefs traditionnels alliés de la France, comme le cheikh El Mokrani, seigneur des Aït Abbas nommé Bachaga par la France, face à une administration qui se veut de plus en plus présente. Ainsi, dans la région de Bordj-Bouraridj, où les Mokrani possèdent de nombreuses terres, les wakils qui leur étaient fidèles sont remplacés par des caïds aux ordres directs de l'administration coloniale, tandis que la ville elle-même est mise sous administration civile. En mars 1871, El Mokrani se soulève et parvient à entraîner avec lui la confrérie religieuse de la Rahmaniya, dans une révolte appelée en Kabylie Fakoromi, la guerre du français. En dépit de la mort du cheikh le 5 mai, puis de la soumission de la confrérie le 30 juin, la rébellion n'est entièrement vaincue qu'en janvier 1872, la répression se solde par une énorme amende de guerre, la confiscation de 446 000 hectares, de nombreuses arrestations, et des déportations en Nouvelle-Calédonie. C'est l'origine des Kabyles du Pacifique. La fin de la révolte est aussi considérée comme celle du royaume des Aït Abbas, fondé au XVIe siècle. L'administration française, à travers ses bureaux arabes, procède à l'arabisation des noms de familles et de lieux. C'est ainsi que, par exemple, Iwadien devient les Wadia, Aït Manzer est transformé en Beniz Manzer, ou encore Aïtiaya en Ouldiaya. Après la révolte des Mokrani, ces actions, d'après l'analyse d'Alamae, prennent le caractère d'une politique de destruction de l'identité kabyle. Pour casser la cohésion de la société villageoise, la généralisation de l'état civil donne lieu à l'attribution de noms arbitraires et différents aux membres d'une même famille. En réaction à ces transformations, les oppositions à l'autorité coloniale se poursuivent notamment sous la forme du banditisme. Arezki el-Bachir ou Ahmed Saïd ou Abdoun sont parmi les bandits les plus célèbres de la région dans les années 1890, et il est possible d'interpréter leurs actions comme une opposition à l'administration coloniale. Chez les militaires et fonctionnaires français se développe le mythe kabyle. Beaucoup voient la région
comme la plus à même de se franciser, sur la base notamment de similitudes entre l'assemblée villageoise traditionnelle, Taj Mahat, et la cité démocratique de la Grèce antique, rapprochement où il trouve les indices d'un excellent potentiel républicain. La Kabylie est aussi considérée comme imparfaitement islamisée, donc plus facilement rechristianisable. Des missionnaires chrétiens y mènent des campagnes d'évangélisation, jusque dans les villages les plus reculés. Le droit coutumier berbère y est globalement maintenu, alors qu'il est aboli en pays chaoui au profit du droit musulman. Enfin, l'enseignement en français y est relativement courant jusqu'au certificat d'études, alors que partout ailleurs, c'est la scolastique coranique, en arabe classique, qui est favorisée. La Kabylie voit ainsi l'émergence d'une élite laïcisée et modelée par l'école française. Ces intellectuels laïcs vont se confronter notamment au courant réformiste conduit par les oulémas algériens à partir de 1931, appuyés sur le réseau d'enseignement des Zaouïas, qu'ils dirigent dans la région. La colonisation entraîne aussi, dès le début du XXe siècle, un développement de l'émigration vers la France. En 1913, on évalue la présence kabyle dans ce pays à 13 000 immigrés. C'est alors une immigration qui ne se disperse pas dans la société française, mais semble au contraire se regrouper en reproduisant la structure des villages traditionnels. En dépit du mythe kabyle, la contribution de la région est massive, dans les différentes formes de résistance, qui s'organisent face à la colonisation. Nombreux sont les Kabyles à participer à la création, en 1913, de l'Amicale des instituteurs indigènes, tout comme plus tard à celle, en 1931, de l'Association des oulémas algériens, dont les médersas serviront de support à la diffusion des idées nationalistes. En 1926, parmi les émigrés qui fondent l'Étoile nord-africaine, 5 sur 8 des premiers dirigeants sont originaires de Kabylie. La région est touchée de plein fouet par les événements du 8 mai 1945. L'insurrection, partie de Sétif, s'étend à Kerata et Guelma, la répression fait des milliers de morts parmi la population civile, les abords de Kerata sont bombardés par la marine française. En 1949, au sein du principal mouvement nationaliste algérien d'alors, le PPAM-TLD, éclate la crise berbériste. Elle oppose à la direction du parti des militants en désaccord, avec sa ligne dite arabo-islamique. Certains sont éliminés, d'autres, sous la menace de l'exclusion, se rallient à l'orientation alors dominante. La Wilaya III dans la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, l'organisation du FLN et de la LN crée pour la première fois un territoire administratif kabyle, la Wilaya III. C'est que la région se trouve au cœur de la résistance au colonialisme français. C'est aussi, avec les Aurès, l'une des plus touchées par la répression, du fait de l'importance des maquis et de l'implication de ses habitants. Le FLN y recrute plusieurs de ses dirigeants historiques, parmi lesquels Aban Randan, Krim Belkacem et Ossinaït Ahmed, ainsi que des chefs militaires, comme le colonel Amirou Shahid Hamouda. C'est également en Kabylie que se tient en 1956 le congrès de la Soumam, le premier du FLN. Au plus fort des combats, les effectifs de la LN rassemblent en Kabylie 12 000 hommes, qui disposent d'un fonds de 500 millions de francs algériens. Bastion de la LN, la région est aussi le lieu de certaines des plus marquantes de ses victoires, comme la bataille de Bouzegza. Les tentatives d'infiltration menées par l'armée française sont souvent tenues en échec, voire parfois retournées contre elle, comme dans le cas de la Force K de 1956, officiellement commando armé par l'armée française pour combattre le FLN, et en réalité cellule de collecte d'armes et d'espionnage pour le compte de la Wilaya III. 2 années plus tard, les services spéciaux français ripostent en lançant dans le maquis kabyle la Bleuite, vaste opération d'intoxication, qui provoque des purges dévastatrices dans les rangs de la Wilaya III. Sous les ordres du colonel Amirouche, cependant, la mobilisation de la région résiste à la répression des populations civiles, destruction des ressources agricoles, pillage, fouilles et destruction de villages, déplacement de populations, création de zones interdites, etc., comme à l'ampleur des moyens militaires déployés, notamment en 1959 lors de l'opération Jumelle, dans le cadre du plan Chal. Après la mort d'Amirouche, le 29 mars 1959, et sous l'impulsion de ses successeurs Abderrahmane Mira, puis Mohan Ouladj, la Wilaya III se réorganise en éclatant ses grosses unités en formation plus petites, et en rapatriant les mousseblines, agents de liaison avec la population, dans les maquis. Après le plan Chal, les femmes prennent petit à petit un rôle accru. Non soupçonnées par l'armée française, ce sont elles qui de plus en plus, souvent assurent le renseignement et le rôle de police dans les villages. En 1961, la LN parvient à occuper plusieurs postes militaires français. Lors de l'indépendance de l'Algérie, les Wilaya III, Kabylie
et IV, algérois, s'oppose au bureau politique du FLN rassemblé autour d'Ahmed Ben Bella, qui s'appuie sur les forces de l'armée des frontières commandées par Ouari Boumedienne. Fin août 1962, des affrontements éclatent dans l'Algérois et aux frontières de la Kabylie, faisant officiellement 1000 morts. Ben Bella prend le pouvoir, mais ses relations avec la Wilaya III restent tendues. En octobre 1962, il obtient de Mohamed Ould un accord autorisant le déploiement de l'ANP, Armée nationale populaire, sur le territoire de la Wilaya et entraînant la dissolution de la plupart de ses unités. En 1964, Mohamed Ould remet à l'État algérien, contre récépissé, un trésor comprenant notamment 46 lingots d'or et plusieurs pièces d'or et d'argent, pour un montant avoisinant 4 millions de francs. Sur le plan politique, la Kabylie est régulièrement le cadre de mouvements de contestation du régime d'Alger. Dès 1963, le FFS, Front des forces socialistes, emmené par Hosni Ait Ahmed et Yahya Abdelhafid, met en cause l'autorité du parti unique. Jusqu'en 1965, l'ANP mène dans la région une répression qui fait plus de 400 morts. En avril 1980, à la suite de l'interdiction d'une conférence de l'écrivain Mouloud Mamri sur la poésie kabyle ancienne, émeutes et grèves éclatent à Tizi Ouzou, la Kabylie et les universités algéroises connaissent plusieurs mois de manifestations réclamant l'officialisation de la langue berbère. C'est le printemps berbère. D'autres affrontements ont lieu à Tizi Ouzou et Alger en 1984 et 1985. Accompagné en 1989 de la création d'un nouveau parti, le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, de Saïd Sadi, le réveil culturel s'intensifie en réaction au durcissement de l'arabisation que connaît l'Algérie dans les années 1990. En 1994 à 1995, l'année scolaire fait l'objet d'un boycott appelé grève du cartable. En juin et juillet 1998, la région s'embrase à nouveau après l'assassinat du chanteur Lounès Matoub et à l'occasion de l'entrée en vigueur d'une loi généralisant l'usage de la langue arabe dans tous les domaines. En avril 2001, un jeune lycéen est tué dans une gendarmerie, il s'ensuit de graves émeutes qui accentuent la rupture avec les autorités. C'est le printemps noir, au cours duquel l'intervention des services de l'État fait au moins 126 morts et 5000 blessés, dont certains mutilés à vie. La révolte touche les régions kabylophones des wilayas de Bouira, Bordj Bouraridj, Sétif et Jijel, partie intégrante de la Wilaya III historique, mais restée jusque-là relativement à l'écart du mouvement identitaire. Le gouvernement est conduit à négocier avec le mouvement citoyen des Aarches, mobilisé autour de la plateforme d'El-Kseur. Les revendications de celle-ci, qui se veulent un remède au mal algérien dans sa globalité, justice sociale, économie, etc., sont jugées par le gouvernement régionaliste et menaçantes pour l'unité et la cohésion nationale. Toutefois, en 2002, le tamazight, la langue berbère est reconnue en tant que langue nationale. En juin 2001, Ferhat Meuni et d'autres militants fondent le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, qui prônera de 2001 à 2013 l'autonomie territoriale de la Kabylie dans un cadre algérien. Le 4 octobre 2013, à la suite de la réunion de son conseil national en session ordinaire au village d'Aïtandoun, le mouvement deviendra Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et lutte depuis pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Kabylie, aboutissant à son indépendance. Pour soutenir mon travail et m'encourager à poursuivre cette aventure, n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos, de vous abonner à cette chaîne même si vous parlez parfaitement le kabyle, car plus il y aura d'abonnés et de likes, plus notre langue et notre culture sera connue. Je compte donc sur vous, il est de notre devoir de promouvoir notre langue et notre culture pour sa survie. Merci beaucoup.